Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Malgré les nombreuses oppositions, la République démocratique du Congo a été élue ce lundi 16 octobre au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le pays devait recueillir au moins 97 voix. Il en a obtenu 151 sur 193. Au Nigeria, la politique de la Banque centrale donne ses premiers résultats. Le Naira, la monnaie nationale, s'est renforcée face au dollar suite à l'injection de plus de 3 millions de dollars dans le marché des devises. Et les experts aéronautiques appellent les jeunes Camerounais à s'intéresser au métier de l'aérien. 70 000 emplois directs sont attendus dans le domaine d'ici 2035 en Afrique. La République démocratique du Congo fait son entrée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le pays devait recueillir au moins 97 voix. Il en a obtenu 151 et pourra siéger dès janvier 2018 pour une durée de 3 ans. Mais dans le pays, la nouvelle est diversement accueillie et divise l'opinion. Ashley Duprat. Avec 151 voix sur 193, les membres de l'Assemblée générale des Nations unies ont voté pour l'admission de la République démocratique du Congo au sein de l'institution pour la période 2018-2020. Pour obtenir sa place au sein du Sénat clonusien, Kinshasa a pu compter sur le soutien du groupe Afrique. Un retour sur la scène internationale qui, pour le gouvernement congolais, s'avérait nécessaire. Nous en avons souffert pendant longtemps de violations des droits de l'homme, pendant des années, et que nous pensons avoir une expérience à partager. Nous avons eu à gérer des problèmes graves de violations massives des droits de l'homme dans notre pays. C'est une expérience que nous n'avons pas le droit de garder pour nous-mêmes et qu'enfin cela donne une visibilité également à un pays comme le nôtre qui mérite son retour dans le concert des nations. Toutefois, cette admission ne fait pas l'unanimité. Plus de 150 organisations congolaises de défense des droits de l'homme ont invité dans un communiqué les membres des Nations Unies à s'opposer à l'entrée de la RDC, jugeant que cela enverrait un mauvais signal pour un pays qui est loin d'être exemplaire en matière de respect et de promotion des droits humains. Dans le même communiqué, les ONG soulignent également le risque que la République démocratique du Congo puisse être jugée partie au sein du Conseil en faisant référence au déroulement de l'enquête onusienne sur les crimes commis au Kasaï. Un sentiment partagé par l'opposition. Comment voulez-vous un pays tel que le Congo, à chaque fois, est accusé à juste titre par rapport aux problèmes des droits de l'homme et qu'il soit l'un des pays à vouloir examiner d'autres pays par rapport aux droits de l'homme. Nous croyons qu'il n'est pas encore temps pour que notre pays puisse accéder à ces genres de responsabilités parce que sur le terrain, c'est autre chose qu'on voit. 3 autres pays africains ont également fait leur entrée ce 16 octobre 2017 au sein de l'institution onusienne. Il s'agit notamment du Sénégal, largement élu avec 188 voix, talonné par l'Angola et le Nigeria. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Eve Bazaiba Massoudi, députée en République démocratique du Congo, également secrétaire générale du MLC, Mouvement de libération du Congo. Bienvenue Madame. Merci, bien. Quel est votre sentiment par rapport à cette élection de la République démocratique du Congo, votre pays, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? C'est un questionnement. Je me suis posé la question de savoir quelle est l'approche du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Parce que qu'est-ce qui est important pour un pays? Est-ce que sa participation, être comme membre du Conseil, ou c'est le respect effectif des droits humains dans un État qui importe? La RDC a pourtant obtenu plus de voix que nécessaire pour être élue. N'est-ce pas là un signe de progrès? Non, le progrès, ce n'est pas l'adhésion dans une institution. Le progrès, ça devait se sentir sur le terrain. C'est une grande responsabilité. Moi, je ne vois pas comment le gouvernement peut jubiler, peut se réjouir en cela, parce que c'est un gouvernement. Le progrès signifie plus de 87 fosses communes dans les Kasaï, sans compter la fosse commune de Maluku. La répression sanglante face à des manifestants qui ne réclament que le respect de la Constitution, et avoir des compatriotes qui sont en prison depuis 3 ans, alors qu'ils sont bénéficiaires de l'amnistie depuis 3 ans. Et c'est tous les problèmes économiques, sociaux, culturels, qu'est-ce qu'on appelle avancés. Vous dites vous-même avoir été témoin de bavures policières chez vous. Pourquoi parlez-vous de bavures?
Je parle de bavure policière parce que je suis leader d'un parti politique. J'ai appelé à une marche, du reste accepté. J'étais dans l'itinéraire, on m'a tiré dessus et il y a eu une répression sanglante. Mon fils a même été enlevé pour me faire tel politiquement. C'est ce que nous parlons de bavure policière. Et ces manifestations avaient lieu justement dans le contexte d'incertitude autour du calendrier électoral. La CENI a annoncé qu'elle avait besoin de 504 jours pour organiser la présidentielle. Quelle est votre position par rapport à ce renvoi du scrutin? La réplique, d'abord, je voudrais dire à la CENI qu'on n'organise pas les élections pour le son bon vouloir. Les élections respectent le principe de la démocratie et par rapport à la loi. Et M. Nanga n'a pas le monopole de l'organisation des élections. Nous l'avons répliqué avec plus ou moins 200 jours qui peuvent nous permettre, et nous réclamons une réunion technique pour que le MLC carte sur table prouve que nous pouvons aller aux élections. Mais si nous n'avons pas les élections maintenant, n'est-ce pas, c'est la mauvaise volonté politique tout simplement. Et pour une première fois, ce n'est pas le gouvernement qui n'est pas en mesure de remplir son rôle. Pourquoi l'opposition continue d'accuser le pouvoir là? Parce que là, c'est le CENI qui est... Non, l'opposition continue d'accuser le pouvoir parce que le pouvoir, c'est le pouvoir qui dirige. Gouverner, c'est prévoir. Lorsque M. Kabila était désigné... N'est-ce pas là une stratégie de diabolisation? Non, pas du tout. C'est pas la diabolisation. C'est le manque d'engagement, manque de respect de la Constitution de la part du président Kabila qui est fin mandat depuis le 19 décembre 2016 et qu'il n'a pas mis le moyen à la CENI comme gouvernement pour que la CENI puisse organiser les élections. C'est la responsabilité première de celui-là même qui a prêté serment devant Dieu et la nation pour respecter ou faire observer la Constitution. C'est du parjure, il ne l'a pas, c'est manque de respect de ses engagements. S'il n'y a pas d'élection d'ici le 31 décembre 2017, vous avez prévu quoi? Non, le souverain primaire va se prendre en charge parce que la Constitution a tout prévu. Il y a l'article 64 qui demande à ce que les Congolais puissent reprendre son pouvoir à main pour mettre hors d'état de nuire quiconque qui exerce les pouvoirs en violation de la Constitution. Merci beaucoup, Madame F. Bazaïba Massoudi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes députée nationale en République démocratique du Congo, également secrétaire général du MLC, Mouvement de libération du Congo. Merci. Dans le reste de l'actualité, le Naira, la monnaie nigériane, reprend des couleurs. Elle s'est renforcée sur le marché noir en s'échangeant à 364 Naira pour $1, une hausse qui intervient après une injection de plus de 300 millions de la Banque centrale dans le marché d'échange. Idlet Mirabel Bissou. Le Nigeria a injecté 306,3 millions de dollars dans son marché interbancaire des devises. La Banque centrale répond ici aux demandes des opérateurs dont les secteurs sont stimulés par le regain du marché des devises, notamment au niveau des détaillants. L'objectif est de stabiliser le marché de la vente au détail qui est le plus gros de l'activité du marché des devises dans le pays. Les devises monétaires Naira sont notamment hors du Nigeria, essentiellement localisées dans d'autres banques centrales parce que les Nigériens utilisent généralement le Naira dans le cadre de leurs importations. Donc, pour pouvoir freiner notamment cette sortie vertigineuse du Naira, la Banque centrale nigérienne a estimé d'injecter près de 300 millions de dollars au niveau notamment de l'économie nigérienne pour permettre aux opérateurs d'utiliser ces devises en dollars. Cela va permettre quand même, peut-être à long terme, de diversifier l'économie, c'est évident. Mais pour l'instant, il s'agit de stabiliser le Naira. Un coup de pouce a donc été ainsi donné à l'économie nigériane, surtout avec les entrées de fonds de 10 milliards de dollars au cours des 6 derniers mois enregistrés par la Banque centrale. Des fonds qui ont permis de rétablir la balance de confiance des investisseurs étrangers dans un marché nigérian qui a perdu de son attractivité depuis 2014 suite à la chute des prix du pétrole. Pour pouvoir mieux contenir le taux d'inflation au niveau Nigeria, il faut d'abord stabiliser la monnaie. Donc si les choses continuent comme ça, on va entrer dans une situation très déficitaire. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec notamment l'injection des 300 millions de dollars, cela va permettre alors de stabiliser la structure du Naira au niveau de l'économie nigérienne. Avec une croissance moyenne de 3% et un marché de 180 millions de personnes, l'économie nigériane ne s'est pas encore complètement remise de la baisse des prix du pétrole sur le marché international depuis 3 ans. Pourtant, les objectifs du gouvernement actuel sont de rééquilibrer la balance économique de ce pays d'Afrique de l'Ouest en diversifiant les activités économiques. Pilote, hôtesse de l'air, cadre d'exploitation, contrôleur aérien ou encore mécanicien, les métiers de l'aéronautique sont peu connus des jeunes Camerounais et pourtant, ils pourraient contribuer à lutter contre le chômage avec plus de 2 millions d'emplois directs attendus en Afrique d'ici 2035. Les experts sensibilisent les jeunes sur l'intérêt à mettre dans ce domaine. Précision de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka.
Au Cameroun, les métiers de l'aviation n'attirent pas encore beaucoup de jeunes. Le secteur est peu vulgarisé et les centres de formation en aéronautique sont rares et parfois très coûteux. Pourtant, selon Boeing, d'ici à 2035, l'Afrique aura besoin de plus de 70 000 acteurs du secteur aéronautique et le Cameroun devra y apporter sa contribution. Pilotes, hôtesses de l'air, cadres d'exploitation, contrôleurs aériens, mécaniciens, autant de profils à pourvoir. Aujourd'hui, toutes les compagnies sous-régionales sont en manque criard de pilotes. Sur les sites internet, vous pouvez vérifier, il y a beaucoup d'annonces de recrutement, la compagnie nationale aussi. Dans le domaine de la maintenance, si je prends le cas du Cameroun, il y a beaucoup de corps de métier avec le départ de l'ancienne compagnie nationale qui se sont totalement effacés, qui sont éteints et qui sont assurés aujourd'hui par des prestataires extérieurs. Donc, quand on voit dans le domaine des hôtesses de l'air, de l'équipage, dans le domaine de l'équipage, il y a également une forte demande. Selon les experts du secteur, les métiers de l'industrie aéronautique et du transport aérien, peu connus des jeunes, sont un secteur d'avenir. Le trafic aérien vers le Cameroun et à l'intérieur du pays est en nette expansion, avec l'apparition des besoins nouveaux liés à la sécurité ou à la logistique. D'où une nécessaire sensibilisation de la jeunesse à l'industrie de l'aviation civile. Le monde, ici chez nous, a toujours vu considérer les métiers de l'aviation avec un regard lointain, inaccessible, alors que c'est tout à fait le contraire. De la même manière qu'on peut devenir médecin, financier, ingénieur, pétrolier, on peut devenir pilote, hôtesse de l'air, agent d'exploitation. Aussi simple que ça. Et ces métiers sont accessibles, formations sont faites dans par deux ou trois écoles ici au Cameroun. Le Cameroun connaît un manque criard de professionnels dans le domaine de l'aviation civile et le pays ne dispose pas encore de centres de formation à la hauteur de la demande. Certaines institutions privées telles que la Oxford Aviation Academy et Eastham Aviation Training ont entrepris la formation des pilotes de ligne et du personnel navigant, mais elles se heurtent aujourd'hui au manque d'encadrement technique. Elles appellent à une implication réelle des pouvoirs publics pour une vulgarisation des métiers du secteur aéronautique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.